300 millions de dollars d'or, envolés d'un simple trait de plume. Un geste, apparemment isolé, mais peut-être la clé cachée derrière la fragilité d'un continent tout entier. Imaginez, dans un port européen, l'or du Burkina Faso, valorisé à 300 millions de dollars, est brusquement bloqué. Aucun procès, aucune explication publique. Juste un ordre venu d'ailleurs, transformant le trésor d'un peuple en otage anonyme, sous scellés étrangers. Ce blocage ne concerne pas que des lingots dormant dans un coffre. Derrière ce métal, il y avait des écoles promises aux enfants qui apprennent sous les arbres, des médicaments attendus dans des hôpitaux aux étagères désespérément vides. Il y avait le pain espéré par des familles dont les récoltes se meurent sous la sécheresse. En quelques heures, des millions de vies sont privées d'éducation, de soins, de nourriture. Une décision prise à des milliers de kilomètres efface l'avenir d'un pays entier. Peut-on appeler cela la justice? Ce n'est pas qu'une manœuvre financière, c'est une blessure à la dignité. Tant que la richesse d'un peuple peut être gelée par une signature étrangère, sa souveraineté reste précaire, suspendue à la volonté d'autrui. Si l'or d'un pays peut être enchaîné, sa liberté l'est-elle aussi. Si le destin d'un continent peut basculer à cause d'un simple document, alors l'indépendance n'est-elle qu'une façade? Accepter cette décision, c'est renoncer à la voie, à l'espoir, à la capacité de rêver et de construire. Pour chaque Africain, pour chaque citoyen du monde, la vraie question s'impose. Où commence la dignité et qui décide de la confisquer? Mais comment en est-on arrivé là? Derrière cette saisie, une histoire de pouvoir, de dette et de règles invisibles se dessine. Depuis des siècles, l'Afrique voit s'évaporer ses trésors. Mais jamais la chaîne n'avait été aussi palpable qu'en ce jour précis. Imaginez, une cargaison d'or, estimée à 300 millions de dollars, stoppée net dans un port européen. Pas à cause d'une erreur ni d'un accident, mais sur ordre, sans explication, sans recours possible. Ce métal n'était pas un simple butin. Il incarnait des écoles pour ceux qui étudient encore sous des arbres, des médicaments pour remplir des hôpitaux vides, l'eau pour irriguer des terres assoiffées. L'histoire de l'Afrique est une longue cicatrice, tailladée par la spoliation. Or arraché, ressources pillées, dettes léguées par des régimes disparus et contractées sous la contrainte. Le système s'est raffiné. Chaque année, l'Afrique paie près de 30 milliards de dollars en intérêts. Pendant ce temps, des villages restent plongés dans l'obscurité, des hôpitaux se vident, des mères attendent des soins qui n'arrivent jamais. Sous couvert de partenariat, les grandes institutions financières vendent leurs prêts comme une main tendue. Mais les règles, elles, sont façonnées loin des terres africaines. À l'ouest, les taux d'intérêt tombent parfois sous la barre des 2%. En Afrique, ils grimpent bien au-delà de 9%. Cette inégalité n'est pas qu'une question de chiffres. Elle engendre une dépendance, chaque prêt devenant une nouvelle chaîne. Les élites africaines le savent, et le peuple le ressent dans sa chair. À chaque paiement d'intérêt, à chaque tonne de ressources expédiées, c'est une part d'avenir qui s'éloigne. Accepter cette logique, c'est céder sa souveraineté, entretenir la pauvreté, et laisser l'avenir d'un continent se décider dans des bureaux anonymes et lointains. Mais parfois, un acte précis concentre des siècles de colère. Le gel de cet or n'a pas seulement vidé des coffres. Il a réveillé une indignation ancienne, transmise de génération en génération. Cette crise allait devenir le point de départ d'un mouvement où l'Afrique, pour la première fois depuis longtemps, se préparait à reprendre la parole. Derrière chaque décision, des femmes et des hommes se préparent à agir. L'or saisi n'est que le début d'une riposte inattendue. Ce n'est pas un accident, c'est un message. À Ouagadougou, la nouvelle frappe comme l'éclair. La capitale s'embrase. De tous horizons, ouvriers, commerçants, enseignants, étudiants, retraités convergents, soudés par un même cri. Rendez notre or. Les slogans jaillissent. Ils volent en plein jour et appellent ça la loi. Sur les banderoles, les chiffres glaçant le sang. Chaque année, l'Afrique verse 30 milliards de dollars d'intérêts, tandis que tant de familles survivent avec moins de 2000 dollars annuels. Cette fois, la patience a cédé. Le gel de l'or agit comme un miroir tendu à l'histoire.
Les chaînes ne sont plus de fer, mais de dettes, héritées de génération en génération. Chaque once d'or confisquée, c'est une école qui ne verra jamais le jour, un hôpital sans médicaments, un champ livré à la sécheresse. L'humiliation est profonde, la blessure ancienne. Bien vite, la colère déborde les frontières. À Bamako, Dakar, Niamey, on évoque le Burkina Faso comme un frère. Dans les cafés, sur les réseaux sociaux, la rage devient conscience collective. Il ne s'agit plus seulement de l'or burkinabé, mais de la dignité de tout un continent que l'on arrache. Au cœur de la tempête, une voix se distingue. Le capitaine Ibrahim Traoré refuse la langue de bois. Il dénonce sans détour. Ce n'est pas une procédure, c'est une prise de contrôle. Il expose la fracture, brise le silence. Pour lui, la souveraineté n'est plus négociable dans les salons feutrés de l'étranger. Un mot d'ordre s'impose, tranchant comme un glaive. Mieux vaut la faim dans la liberté que le pain dans les chaînes. On le scande sur les places, on le peint sur les murs, on le murmure à la maison. Car derrière chaque pièce d'or volée, c'est l'avenir qui se fait dérober. Si la colère s'éteint, le système se renforcera, plus sûr que jamais de son impunité. Mais si elle devient action, si elle nourrit une vision, alors, pour la première fois depuis des générations, l'Afrique pourrait imposer ses propres règles. Un espoir fragile mais immense se lève dans le tumulte. Mais l'histoire ne se joue pas seulement dans la rue. Dans les coulisses, d'autres acteurs avancent leurs pions, prêts à défendre leurs intérêts à tout prix. Un rêve impossible. Ou bien le premier pas vers une indépendance véritable. La question traverse le Sahel, s'invite dans les capitales, brûle sur toutes les lèvres. La saisie de l'or burkinabé a déclenché une onde de choc. Dans les rues, les marchés, les écoles, une idée prend racine. Bâtir une réserve d'or du Sahel, détenue par les peuples, pour les peuples, hors de portée des élites ou des États seuls. Le rêve sort de l'ombre. À Bamako, Ouagadougou, Niamey, des artisans frappent des médaillons d'or marqués « Souveraineté ». Les enfants peignent des fresques sur les murs, montrant des coffres débordant du fruit de leur terre. Dans les champs, les agriculteurs chantent pour la réserve, promettant d'offrir un gramme de chaque récolte à ce trésor commun. La solidarité devient promesse, la promesse, mouvement. Les experts se penchent sur le projet. Si le Mali, le Burkina Faso et le Niger mutualisent leurs réserves, le total dépasserait 1 milliard de dollars. Assez pour garantir du crédit interne, investir dans des routes ou des écoles, sans attendre le Fonds monétaire international ou le bon vouloir de créanciers étrangers. Les calculs circulent dans la presse indépendante. Cette fois, l'indépendance n'est plus un slogan, c'est une équation à résoudre. Mais le rêve inquiète. De l'étranger, les menaces pleuvent. Sanctions, blocage bancaire, campagnes médiatiques orchestrées depuis l'Occident. Les agences de notation promettent l'isolement. À la télévision internationale, on parle de folie, d'un projet suicidaire qui précipiterait l'Afrique dans la pauvreté et le chaos. La peur s'insinue, mais l'idée ne meurt pas. D'autres voix se lèvent. L'Inde propose des techniques de raffinage. La Chine offre d'acheter l'or en dehors des circuits occidentaux. La Russie déploie des réseaux de paiement alternatifs. Le Sud global observe, prêt à soutenir, non par charité, mais parce qu'un précédent africain pourrait bouleverser les règles du jeu pour tous. La lutte gagne l'imaginaire. À la une des médias du Nord, un mot revient. Chaos. Mais sur le terrain, la fierté gonfle la jeunesse. Des vidéos d'étudiants scandant « l'or du Sahel au Sahel » deviennent virales. On débat, on chante, on rêve, on ose. La dignité paraît soudain atteignable. Le risque est réel. Si la tentative échoue, l'isolement s'aggrave, la misère menace, le continent serait montré du doigt comme incapable de rompre la dépendance. Mais si elle réussit, c'est un modèle inédit, une Afrique qui ne demande plus la permission de s'émanciper, mais qui invente sa propre voie, bouleversant la relation Nord-Sud. C'est alors que tout bascule. Un événement imprévu fait exploser la tension. Une fuite de documents confidentiels révèle les vrais enjeux derrière la saisie de l'or. Les dessous des tractations, les intérêts cachés, tout éclate au grand jour. Cette révélation fracture le récit officiel
et soulève une vague de colère et de mobilisation sans précédent. Désormais, la bataille ne se joue plus seulement dans les coulisses. Elle éclate au grand jour, et nul ne peut en prédire l'issue. Ce qui n'était qu'une suspicion devient une certitude tranchante. Il ne s'agissait pas d'une erreur ni d'un oubli, mais d'une décision froide, assumée et consignée noir sur blanc. Les documents reçus ne faisaient état d'aucun impératif légal. Tout révélait une volonté politique nette, un pouvoir exercé sans masque au-dessus des peuples africains. Au fil des révélations, un tableau plus vaste apparaît. La saisie de 300 millions de dollars en or du Burkina Faso n'est qu'un maillon d'une chaîne. Partout, l'intérêt des créanciers étrangers l'emporte sur le droit souverain des nations. Derrière chaque paraphe, c'est la force qui parle, jamais la justice. Pourtant, de Bamako à Ouagadougou, un autre récit s'écrit. Face à ce coup porté, une solidarité inattendue se forge. Les pays du Sahel, longtemps fragmentés, se rapprochent. Le Mali propose son uranium, la Guinée met en avant sa bauxite et les promesses se multiplient. Plus jamais la richesse africaine ne servira de caution à des dettes dictées depuis l'étranger. L'étincelle de la résistance embrase la rue comme les palais. Malgré la menace de sanctions ou d'isolement, élus et citoyens s'accordent sur un principe simple. La dignité ne se vend pas. L'Afrique refuse d'être réduite à un comptoir de matières premières ou à une pièce sur l'échiquier des grandes puissances. Désormais, c'est une vision collective qui prend forme. Le message devient personnel pour chaque citoyen. Toute voix compte, chaque geste pèse. L'enjeu dépasse les gouvernements. C'est la conviction partagée que la souveraineté commence par le refus du silence, que se dresser, c'est déjà reconstruire. Les premiers signes de cette mobilisation sont visibles. Sur le terrain, on mutualise les ressources, on conçoit de nouveaux circuits, on esquisse les bases de banques africaines capables de protéger les avoirs du continent. Syndicalistes, entrepreneurs, étudiants, ouvriers, tous participent à ce réveil. On ne se contente plus de protester. On bâtit, on invente, même face aux obstacles. Mais le risque demeure, lancinant. Cette dynamique fragile pourrait être brisée par la pression extérieure, la division ou la lassitude. Les forces adverses sont puissantes, les menaces concrètes. Pourtant, la promesse demeure. Pour la première fois depuis des générations, bâtir une Afrique souveraine n'est plus un rêve lointain, mais une option réelle. La question se pose, aiguë. Cette solidarité nouvelle résistera-t-elle à l'usure du temps et aux tempêtes à venir? Peut-on fonder des institutions qui, demain, rendront impossible ce qui fut toléré hier? Là réside le défi de toute une génération. Mais à peine cette unité se consolide-t-elle que de nouveaux obstacles apparaissent. Les adversaires, eux, n'ont pas dit leur dernier mot. Ce qui a été enfermé dans un coffre peut-il libérer tout un continent? 300 millions de dollars en or, saisis dans un port européen, ne représentent pas uniquement la fortune d'un pays. Ils cristallisent l'espoir et la colère d'un peuple à qui on refuse, encore une fois, le pouvoir d'écrire sa propre histoire. Derrière chaque lingot gelé, ce sont des écoles qui n'ouvriront jamais, des hôpitaux aux étagères vides, des récoltes compromises avant même d'être semées. Mais il ne s'agit pas seulement d'économie. Ce blocage est le tribut silencieux que l'Afrique verse, génération après génération, à un passé qui s'obstine à la retenir. La dette ne se compte plus seulement en billets, mais en rêves brisés, en dignité piétinée, en avenir suspendu. Aujourd'hui, la question n'est plus de savoir si la richesse peut être confisquée d'un trait de plume. Il s'agit de s'interroger sur ce que signifie la souveraineté, lorsque l'indépendance d'un pays peut être effacée par une décision prise loin de ses frontières. Si l'or peut être saisi si facilement, l'indépendance n'est-elle qu'une illusion, tolérée tant qu'elle ne dérange pas. C'est ici que tout bascule. L'Afrique est à la croisée des chemins. Elle peut choisir de réinventer ses règles, de défendre sa renaissance, ou laisser d'autres dessiner son destin. Ce choix ne revient pas qu'au gouvernement, mais à chaque citoyen, chaque main qui bâtit, chaque voix qui refuse de se taire. Ce moment de crise pourrait être le début d'un réveil. Ce qui a été scellé dans un coffre peut devenir la clé d'une transformation inattendue. L'histoire n'est pas figée.
Elle attend d'être bouleversée par ceux qui osent croire que la dignité ne se quémande plus, qu'elle s'arrache. Alors, à vous qui regardez, posez-vous la question, quelle part de cette histoire portez-vous? Le futur de tout un continent pourrait-il dépendre de la force de votre voix, de votre engagement, de votre refus de céder? La renaissance, ou la répétition du passé, se joue maintenant. Mais pour vraiment comprendre la portée de cet événement, il faut plonger plus profondément dans les engrenages de l'histoire et des choix politiques. Car ce n'est pas la première fois qu'une richesse africaine se retrouve piégée loin de ses propriétaires légitimes. Revenons à l'année 1963. La Guinée, fraîchement indépendante, voit ses réserves de devises gelées par la France, en représailles à son désir d'émancipation. Ce précédent historique a laissé des traces indélébiles dans la mémoire collective. À chaque fois qu'un pays africain tente de s'affranchir de la tutelle étrangère, le couperet tombe. L'or, les réserves, les devises deviennent des armes de chantage, des leviers de pouvoir. Prenez aussi l'exemple de la Libye en 2011. Sous le régime de Kadhafi, le pays détenait parmi les plus grandes réserves d'or d'Afrique, estimées à plus de 144 tonnes. Lorsque la crise éclate, l'or libyen se volatilise, tandis que le pays sombre dans le chaos. Une fois de plus, la richesse nationale est détournée, les écoles et les hôpitaux restent vides, et les espoirs d'une génération sont volés. Ces précédents illustrent combien la question de la souveraineté monétaire et des réserves nationales est cruciale. Aujourd'hui, le Burkina Faso, le Mali, le Niger se retrouvent de confronter au même dilemme. Comment protéger leur or, leur uranium, leur coton, contre des décisions prises dans les tours de verre des capitales occidentales? L'Afrique n'est pas la seule à faire face à ce type de chantage. L'Iran, la Russie, le Venezuela ont vu leurs avoirs à l'étranger gelés, leurs économies asphyxiées par des sanctions. Ce phénomène n'est donc pas isolé. Il révèle un rapport de force mondiale où la finance pèse plus lourd que le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Quelle réponse apporter à cette situation? Premièrement, renforcer la coopération régionale. L'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, pourrait jouer un rôle central en créant une banque centrale indépendante, capable de gérer et de protéger les réserves collectives. Le projet d'une monnaie du Sahel, adossée à l'or et gérée par un conseil de représentants élus, offrirait une alternative crédible aux circuits traditionnels. Deuxièmement, diversifier les partenaires. Comme l'ont fait la Chine et la Turquie, l'Afrique peut négocier la vente de son or et de ses matières premières en dehors des bourses occidentales. En s'appuyant sur des plateformes telles que le Shanghai Gold Exchange, les pays africains peuvent obtenir des prix plus justes et éviter les pressions politiques. Troisièmement, investir dans la transformation locale des ressources. Aujourd'hui, plus de 80% de l'or extrait du Burkina Faso quitte le pays sous forme brute. En développant des raffineries, des laboratoires, des entreprises de joaillerie, le continent peut créer des emplois, augmenter la valeur ajoutée et réduire sa dépendance aux marchés extérieurs. Quatrièmement, renforcer la transparence et l'implication citoyenne. Partout sur le continent, des collectifs citoyens réclament des audits indépendants sur la gestion des ressources. À titre d'exemple, au Ghana, la campagne Open Contracting a permis de révéler des contrats miniers opaques et de rendre des comptes devant la population. Cette mobilisation populaire est le meilleur rempart contre la spoliation. Cinquièmement, promouvoir l'éducation financière et politique. Trop souvent, la population africaine subit les conséquences des décisions internationales sans en comprendre les enjeux. Des programmes de scolaires, des radios communautaires, des plateformes numériques doivent expliquer comment fonctionne le système de la dette, pourquoi les taux d'intérêt sont si élevés et comment chaque citoyen peut agir. Imaginons des scénarios d'avenir. Dans un premier cas, les pays du Sahel parviennent à constituer une réserve d'or commune. Cette réserve sert de garantie pour des investissements stratégiques, construction d'un corridor ferroviaire reliant Dakar à Niamey, électrification des villages isolés, financement de cliniques mobiles. Les populations voient les résultats concrets, taux de scolarisation en hausse, mortalité infantile en baisse, création de milliers d'emplois. Les espoirs renaissent, les jeunes cessent d'émigrer massivement. Dans un second cas, la tentative échoue sous la pression internationale.
Les sanctions s'accumulent, le commerce s'effondre, la monnaie locale se déprécie. Mais, dans cette adversité, naît une nouvelle solidarité. Des coopératives agricoles se créent, les diasporas investissent dans des projets locaux, les citoyens redécouvrent l'entraide et la résistance non violente. L'Afrique apprend à compter sur elle-même, à inventer des solutions adaptées à ses réalités. Des parallèles historiques existent. Dans les années 30, après la crise de 1929, les États-Unis ont saisi l'or des citoyens pour consolider leur système bancaire. En 2008, l'Islande a refusé de payer la dette imposée par les créanciers étrangers, privilégiant la protection de ses citoyens. Chaque fois, une crise de souveraineté monétaire a ouvert la voie à des réformes profondes, parfois douloureuses, mais souvent porteuses de renouveau. Concrètement, le Sahel peut s'inspirer de ces exemples. Mettre en place un fonds de réserve panafricain, rendre publics tous les contrats miniers, négocier avec les voisins pour mutualiser les infrastructures stratégiques. Par exemple, créer un pipeline régional pour transporter l'or raffiné vers des ports sécurisés ou installer des entrepôts sous contrôle citoyen dans chaque capitale. Autre piste, utiliser la technologie blockchain pour tracer chaque gramme d'or extrait, du site minier jusqu'à la vente. Cela garantirait la transparence, limiterait la corruption et renforcerait la confiance des populations. Des startups africaines, telles que Bitland au Ghana, expérimentent déjà ce type de solution pour la gestion foncière et pourraient l'étendre au secteur minier. Enfin, il faut penser à la formation des négociateurs africains. Trop souvent, les contrats sont signés par des représentants mal formés ou mal informés des enjeux techniques et juridiques. En créant des écoles de diplomatie économique, en envoyant des jeunes étudier dans les meilleures universités du monde, l'Afrique peut bâtir une génération capable de défendre ses intérêts avec compétence et fierté. Mais, sans mobilisation populaire, toutes ces réformes resteront lettres mortes. Les réseaux sociaux, les radios communautaires, les églises, les mosquées, les écoles doivent relayer le message. L'avenir du continent dépend de la capacité de chaque citoyen à exiger des comptes, à refuser la résignation. En conclusion, la saisie de l'or burkinabé n'est pas qu'un fait divers financier. C'est le révélateur d'un système mondial fondé sur la domination, la dépendance et l'injustice. Mais c'est aussi l'occasion, unique depuis des décennies, de renverser la table, d'imaginer de nouveaux modèles, de construire une Afrique maîtresse de son destin. L'heure n'est plus à la plainte, mais à l'action. L'histoire appartient à ceux qui se lèvent, qui osent, qui construisent. Ce qui a été volé peut être repris, ce qui a été confisqué peut devenir le socle d'une renaissance. Alors, que restera-t-il de cette crise dans 10 ans, dans 20 ans? Un souvenir amer. Ou le point de départ d'une révolution silencieuse où les peuples du Sahel auront prouvé que l'or le plus précieux n'est pas dans les coffres, mais dans la détermination à refuser l'injustice. À vous d'écrire la suite. La dignité se conquiert. L'Afrique n'attend plus. Elle avance, un pas, un mot, un acte à la fois.